Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender dans laquelle on va créer les matières procédurales de notre guitare. Ce que je vous propose de faire, c'est de démarrer dès maintenant avec la création d'un bois procédural grâce à ce que l'on a appris dans la vidéo précédente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode shading ici, donc on clique sur le tab shading. C'est un mode en fait qui est assez pratique puisque automatiquement on va se retrouver en look dev ici dans le type viewport shading. Il va nous mettre aussi l'éclairage en bas, représenté sous forme de sphère. Donc ici ce que vous avez c'est l'HDR, c'est une texture qui est sphérique et qui sert d'éclairage. Donc en gros, l'éclairage provient de cette texture, donc les zones claires ici éclairent comme des lumières en fait nos objets, les zones sombres, eh bien émettent peu de lumière, donc n'affectent pas forcément beaucoup les surfaces. Ça permet de créer donc un lighting, de faker, de tricher sur un lighting photoréaliste. Et ce que vous avez ici en bas à droite, c'est aussi une représentation du lighting de la scène sur une matière diffuse. Ces informations, vous les avez dans le panneau Viewport Overlays, ici en cliquant sur Look Dev Preview, si jamais vous voulez les enlever. On va sélectionner le corps de notre guitare, on va appuyer sur Slash pour rentrer en mode Local View, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau matériel procédural qu'on va même pouvoir donner à d'autres utilisateurs de Blender si on en a envie, puisqu'on va créer une interface pour ce nœud. Donc c'est parti. Ce que je vous propose de faire, c'est de créer une matière à partir de ce matériel qui est associé à 31 objets comme vous le voyez. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer une fois sur le bouton 31, ça nous a dupliqué la matière, ça nous l'a laissé assigner à cet objet, et ça nous a donné un nom temporaire qu'on va renommer en Wood. Et si vous allez dans le panneau matériel ici, vous remarquez que c'est bien Wood qui est appliqué. Alors évidemment, c'est la même matière, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement supprimer ici le nœud de la texture de grid qu'on a mis lors de nos UV, et je vais pouvoir commencer à travailler ma matière. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une texture procédurale générée par Blender. On va faire Shift A et dans Texture, on va pouvoir ajouter une texture de type, attention, attention, Wave. Et voilà une Wave texture qu'on va pouvoir mettre dans la surface directement. On ne va pas passer par un shader de type Principled BSDF, on va directement sortir dans la surface. Ça sera beaucoup plus pratique pour nous pour observer le résultat de notre pattern, de notre motif. Donc, vous remarquez que là, on ne suit pas les UV, on va prendre les UV et on va les mettre dans Vector ici, et vous remarquez que cette pattern, par défaut, malgré que nos UV soient alignés, donc si on rentre en Edit Mode et qu'on va dans UV Editing, vous voyez que nos UV sont alignés, en fait, cette pattern, par défaut, elle est, comme ceci, orientée à 45 degrés. D'accord? Donc c'est une pattern procédurale qui s'oriente comme ça à 45 degrés. On va retourner dans Shading ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la redresser, cette texture. Comment on va la redresser? On va utiliser un nœud dans Convertor ici, dans Vector ici, de type Mapping. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher le nœud dessus, et vous voyez que maintenant j'ai automatiquement les UV qui sont connectés dans le Vector. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc tourner nos UV dans le shader. C'est-à-dire qu'en réalité, nos UV ils sont ici, mais en fait ce qu'on va faire c'est comme si on allait prendre nos UV dans le shader, attention ils ne changeront pas à cet endroit-là, on va les prendre, on va les tourner, nos UV, à 45 degrés pour qu'ils se réalignent avec la texture procédurale. D'accord? Donc comment on fait ça? Tout simplement dans la rotation ici, on met 45. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Magiquement, nos UV ils sont tournés de 45 degrés. Vous notez que ici, quand on monte les degrés ici de ce facteur, ils oscillent de 45 degrés à 135. Du moins, c'est ce que ça donne l'impression. Donc, ce qui est important, c'est de jouer avec ces textures procédurales pour pouvoir voir les effets que ça a. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dès maintenant, mettre ces nœuds dans un groupe. Donc, je vais sélectionner ces deux nœuds, je vais appuyer sur CTRL-G, et ça va m'avoir créé un groupe, et si j'appuie sur Tab, je quitte le groupe, et ce notre groupe, je vais le nommer Wood Info. Et ce notre groupe en sortie va nous donner une couleur de bois,
Il va aussi nous donner les informations dont on aura besoin pour créer une sorte de vernis craquelé. Et on va aussi avoir plein de paramètres qu'on va pouvoir modifier dans ce nœud-là. D'accord ? Donc on va rentrer dans ce nœud-là et on va travailler sur ce nœud-là. Alors la première chose que j'aimerais faire, c'est exposer le 45 degrés ici. Alors ce que je peux faire bêtement, dans un premier temps, c'est prendre la sortie ici et mettre directement l'ensemble des rotations x, y, z en entrée. Donc là, si j'appuie sur Tab, il y a un nouveau paramètre qui est arrivé ici, c'est x, y, z. Mais vous voyez que j'ai x aussi, et x m'intéresse pas, et z, en fait non plus, il m'intéresse pas à z. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon nœud, je vais supprimer ma connexion, je vais enlever, en appuyant sur N, dans le node ici, je vais supprimer ce paramètre de rotation. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes 3 valeurs x, y, z ici en 3 valeurs uniques, ce qu'on appelle un scalaire, donc 3 valeurs qui seront des nombres. Et pour faire ceci, je vais utiliser un nœud. Donc je vais taper par exemple x, y, z et je vais tomber sur, voilà, par exemple, combine x, y, z. Vous remarquez que combine x, y, z me sort bien une sortie de type vector, donc violette, que je peux plugger directement là. Et là, c'est la même chose. Hein. Je manipule en x, y, z ce que je vais rentrer dans rotation. Mais si vous êtes attentif, ou attentive, vous remarquez qu'il y a un petit hic. Si je mets 45 ici, c'est pas du tout ce à quoi je m'attends. Par contre, il se trouve que quand je me rapproche de 0,78 par exemple, au hasard, je vais vous expliquer pourquoi, eh bien ça a l'air d'être se réaligné. D'accord ? Alors pourquoi ça ? Je vais casser la connexion entre les deux et je vais vous montrer ce qui se passe en fait sous le capot. Ici, il y a bien marqué 45 degrés, mais ce que fait Blender, le fourbe, c'est qu'il vous convertit les degrés dans une autre unité qui s'appelle les radians. Et les radians, c'est une autre manière de calculer les angles. Vous avez peut-être déjà vu ça quand vous étiez probablement, j'imagine, au collège, ou au lycée, c'est sûr. Et en fait, là, on a 45 degrés qui sont automatiquement convertis en radians. Quand je laisse la souris dessus, vous remarquez que en bon vieux fourbe, qu'est-ce qu'il vous fait ? Il vous fait l'opération dessous en radians, radians, 2.0785398. D'accord ? Donc là, en vrai, je pourrais mettre cette valeur, mais ça ne m'intéresse pas puisque j'ai envie de la laisser à l'utilisateur. Mais je considère qu'un artiste n'a pas forcément envie de se casser la tête à trouver le bon radian, donc on va lui exposer des valeurs en degrés. Donc nous, sous le capot, sous notre capot à nous, sous notre nœud ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va convertir des degrés en radians. Alors qu'est-ce que c'est que les radians ? Pour ceux qui détestent absolument les maths, n'hésitez pas à skipper cette partie, mais je vais quand même expliquer ce que c'est que les radians pour qu'on comprenne un minimum avec quoi on travaille. Donc, je vais vous faire un cercle à la souris, attention, c'est pas terrible. Surtout que maintenant j'ai une souris verticale, donc c'est encore pire. Je vais pas mettre les axes, pour ici je vais mettre les axes, donc X et Y. Et donc un angle, vous le savez, en général, on le représente avec, comme ceci, un petit arc, et vous avez un angle ici. Par exemple, là, ici, c'est un angle de 45 degrés. D'accord ? Ce qu'on va faire, en fait, on va l'appeler X, pareil. On va l'appeler, pas X, on va l'appeler alpha, cet angle, une lettre Y magnifique, alpha. Hop. Ce qu'on va faire, maintenant, c'est qu'on va... donc on sait que alpha, ici, fait 45 degrés, par exemple, mais nous, on aimerait le convertir en radians. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux radians ? Les radians, je vais créer une nouvelle couleur. Les radians, eh bien, c'est une manière de calculer un angle en projetant le rayon du cercle sur le contour du cercle et de calculer l'angle qui est projeté. Je vais vous expliquer. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai, avec un dessin, c'est extrêmement simple. Donc là, j'ai un rayon de 1, d'accord ? Et un radian, il se trouve que un radian, c'est l'angle qui, lorsque je prends la distance jaune ici, donc d'unité 1, et que je l'applique sur mon cercle, à peu près comme ça, on va dire. Alors c'est un super cercle dessous, j'ai vraiment pas de chance parce que j'ai pas fait un beau cercle, mais imaginez que je l'ai enroulé sur le cercle ici. Et bien l'angle qui est formé par ce point jusqu'à l'origine et l'axe ici, et bien tout ça, on dira que c'est un radian. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais un angle qui arrive jusque là, donc 180 degrés. D'accord ? Eh bien en fait, on s'aperçoit que 180 degrés, c'est pi radian.
Et vous allez me dire, pourquoi pi radian? Eh bien, je vais vous rappeler une formule que vous avez peut-être déjà entendue quelque part, c'est la circonférence d'un cercle. La circonférence d'un cercle, c'est quoi? C'est 2pi r, d'accord? Donc si on prend un rayon de 1, on va dire que c'est 2pi, d'accord? Donc là, mon cercle, il fait un rayon de 1. Donc l'ensemble du cercle, donc si j'arrive jusque là, 360 degrés, ça fait quoi? Ça fait 2pi de longueur, d'accord? Donc si je divise par 2 mon angle de 360, ça me fait 180, 360 divisé par 2. Ça veut dire que bah, j'ai divisé par 2 ici 2pi, donc ça me fait quoi? Ça me fait pi. D'accord? Donc tout ça est égal à 180 degrés. D'accord? Donc 2pi, je rappelle, était égal à 360 degrés, donc c'est un angle de 360 degrés. 2pi divisé par 2, ça fait pi. D'accord? Donc pi est égal à 180 degrés. Et comme le radian, c'est exactement cette valeur que l'on cherche, c'est-à-dire la distance sur le cercle, si vous voulez, avec un rayon de 1, et bien lorsqu'on sait ça, c'est super cool, parce que ça nous permet de convertir des radians en degrés. Comment on va s'y prendre? Vous allez me dire, c'est assez simple, on va faire une règle de 3, toute bête. Donc, on sait que 180 degrés, ça vaut pi radian, et nous, on veut un angle qu'on a ici, qui est donc, je rappelle, notre angle qui est ici. On veut le taper en degrés, donc par exemple 45. Et on veut cette valeur. Alors c'est 45 ou notre angle, donc on va mettre n'importe quel angle, on va appeler ça par exemple x, notre angle. Non, c'était alpha. Appelons-le alpha. Pratique, passage d'un x à un alpha. Ok, donc là, une règle de 3, alpha fois pi divisé par 180. D'accord? C'est plutôt simple. Donc là, si je fais alpha, donc 45 fois pi divisé par 180, c'est quoi la valeur? 0,78, pardon, 5, et si j'agrandis un peu, je rentre dedans, 98, machin, etc. Et là, si on regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est la même valeur. C'est-à-dire que j'ai bien converti mes degrés en radians. Le problème, c'est que j'ai pas envie de faire ça à chaque fois, de demander à faire ça à l'utilisateur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire pour lui, puisque on a des nœuds qui vont nous servir à faire du calcul. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la valeur que l'utilisateur va rentrer, donc ça va être y, donc je vais la sortir ici, ce qui fait que quand j'appuie sur Tab, vous voyez qu'elle va apparaître ici, donc le y ici. J'ai envie de faire en sorte de le multiplier, donc je vais utiliser un nœud mathématique, math. Wow. Shift A, search, math. Voilà. Je vais multiplier sa valeur qui me donne en entrée par pi. Donc je vais taper pi et vous allez voir, il met automatiquement 3,14159, etc. Excusez-moi, j'ai oublié mes décimales de pi, ce qui n'est extrêmement pas grave. Et vous voyez que c'est super cool parce que Blender le fait automatiquement pour nous, c'est une constante connue. Donc j'ai multiplié par pi, et ensuite qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc je prends un nœud, je le duplique, Shift D, je le mets là, et je divise par 180 degrés. Et le résultat ici, donc si par exemple je passe 45 degrés dans la fenêtre ici, il va me dans l'entrée ici, il va me le multiplier par pi, le diviser par 180, donc la valeur qui sera ici sera en radians, et je peux la mettre à cet endroit-là. Donc si je retourne ici et que là je mets 45, boum, automatiquement, eh bien je peux travailler en degrés. D'accord? Donc c'est plutôt quand même pratique de comprendre comment ça fonctionne, les degrés et les radians, puisque ça vous permet de gagner beaucoup de temps et de faire gagner beaucoup de temps aux gens qui vont utiliser vos shaders, ou alors à vous-même. Ok. Donc, cette wave texture, elle a une distorsion, on va la distordre un peu pour pouvoir créer eh bien, notre bois procédural. Donc vous voyez, je peux changer l'échelle. Alors ce qui est assez cool, c'est que là, je vais pouvoir carrément lui dire, bah écoute, crée-moi une nouvelle échelle, une nouvelle valeur d'échelle en entrée. Donc là, tous ces trucs-là, c'est pas hyper bien organisé. J'ai envie de monter l'échelle. Ce que je vais faire, je le monte d'un cran. Et vous voyez que, donc là maintenant quand j'appuie sur Tab, j'ai un nouveau paramètre qui arrive, c'est l'échelle, donc je peux modifier l'échelle depuis l'extérieur. Ok? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va
baisser un petit peu le détail, comme ceci, et on va aussi se permettre de changer la couleur. Donc on va sortir une couleur. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un color ramp, vous en avez l'habitude. Ce color ramp, évidemment, ici, je peux venir changer le noir en une couleur. Donc quand le noir vaut 0, cette case ici représentera les couleurs qui seront remplacées. Et ici, par exemple, je peux mettre du bleu. Sauf que, là, en fait, le color ramp ne va pas me servir à gérer de la couleur. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Il va juste me servir à venir resserrer un petit peu les motifs. D'accord? Donc là, je vais rapprocher les valeurs de gris. Quelque chose comme ça. Pour avoir des patterns qui sont un petit peu plus... qui donnent plus l'impression de bois. Du moins, c'est ce que j'ai l'impression. Je peux rajouter un tout petit peu de détail. Et on va monter encore la distorsion. Ou la baisser un peu d'ailleurs. J'ai pas forcément envie que ce soit nawak non plus. Donc on va rester comme ça. Je vais encore baisser mon color ramp jusqu'à avoir une pattern qui me convient. Et par contre, ce que je vais pouvoir faire juste après, c'est mettre un color mix RGB, excusez-moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les valeurs de noir et blanc qui sortent du color ramp, les mettre dans le facteur, et ça va donc me diviser en deux couleurs. Donc là, évidemment, j'ai sorti la couleur dans l'output fac. Ici, on va la renommer cette sortie. Mais là, maintenant, j'ai deux couleurs, à nouveau, pour le noir et le blanc. Sauf que je suis passé avant par le color ramp qui me permet, si vous analysez bien ici, de resserrer mon dégradé. D'accord? Donc là, ces deux couleurs, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à l'utilisateur de me donner qu'une seule couleur en entrée, et il va automatiquement sélectionner la deuxième couleur. D'accord? Comment je vais faire ça? Je vais déjà prendre la couleur ici et venir la mettre dans mon entrée, ce qui fait que à nouveau, je peux changer la couleur, mais cette fois-ci que des bandes. D'accord? Mais par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire à mon Blender, tu vas récupérer la même couleur. Alors je vais faire Shift et clic droit, ce qui va me permettre de splitter le nœud en deux. En fait, ici, c'est comme si je modifiais la même valeur, la même entrée. C'est plutôt cool si vous voulez vous réorganiser vos shaders, c'est ce qu'on appelle du rerouting, voilà, tout simplement. Et donc c'est plutôt cool. Comme vous le voyez, je peux faire ça aussi ici, par exemple, et appuyer sur donc G. Si j'appuie sur G, ça déplace le petit point là, je peux le sélectionner avec B ou avec clic gauche. Et donc mon route, ce qu'il va faire, donc ça suit le même chemin. Je rappelle le raccourci, un Shift clic droit pour cutter à la Fruit Ninja. Et ce que vous pouvez faire, c'est ensuite, on va se resservir donc, de ce routing pour pouvoir éclaircir la couleur. Donc là, je vais utiliser un nœud de type donc, Color Bright Contrast. Je vais router la même couleur et je vais la mettre, hop, directement dans la deuxième couleur. Alors là, c'est la même couleur parce que j'ai rien changé, mais si je monte la brightness légèrement et le contraste, vous voyez que je peux en très peu de temps avoir une deuxième couleur un petit peu plus claire. Alors je trouve que ça serait peut-être plus intéressant d'inverser la pattern. Donc là, vous pouvez prendre la connexion et la glisser sur l'autre, automatiquement elle va me les inverser. Et là, je vais pouvoir baisser la brightness pour le motif. Je vais même mettre 0,0 moins 0,02. Voilà. Donc là, ce qui est cool, c'est que en externe, depuis l'extérieur, notre utilisateur ou vous-même, quand vous prenez n'importe quelle couleur, eh bien, ça vous met automatiquement la couleur des rayures, des bandes. Alors évidemment, là, j'ai fait quelque chose de plutôt simple. On aura un moyen de choisir une couleur beaucoup plus intelligemment, mais l'idée est là, vous l'aurez compris, si vous voulez modifier, eh bien, vous savez au moins comment vous y prendre. Alors, je vais enlever Flux, qui est donc le logiciel qui me permet de ne pas m'esquinter les yeux, et je vais essayer de trouver une couleur plutôt dans les bordeaux, qui va me convenir. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir se servir de cette texture directement dans notre Principal BSDF. Donc là si par exemple je prends le FAC, je mets dans la base color ici, d'ailleurs on va tout de suite aller renommer notre FAC ici dans Wood Info, c'est ce que je vous propose de faire maintenant, dans les outputs ici, le FAC je vais l'appeler Color, tout simplement. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est d'ailleurs, en fait à la place, je vais plutôt drag and dropper une couleur pour avoir le rond jaune en fait, et je peux supprimer la sortie ici, grise.
Ça, en vrai, ça change rien, mais ça me donne une correspondance qui est logique. Ok? Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est une sorte de vernis. Comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais créer une nouvelle sortie ici, qui va correspondre à ce vernis. Donc, je vais récupérer maintenant donc, tous ces nœuds, tous les nœuds ici, je vais les remonter. Pour pas que ça devienne un gros spaghetti. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez aligner exactement comme on fait en modélisation. Vous pouvez faire par exemple SZ0 pour aplatir sur Z ou SZY dans ce cas-là. Ces nœuds-là, pareil, vous pouvez faire SY et ça va vous les aligner. Faisons ça pour tous les nœuds ici, par exemple. Boum, vous voyez. C'est quand même plutôt pratique. C'est pas hyper pratique dans mon cas, parce que c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais vous m'avez compris. Voilà. Donc là, dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer maintenant, donc tout ça, je peux même le mettre dans une frame. Alors, je sais plus comment on fait, mais en tout cas, je sais que c'est possible. Donc, on va aller, par exemple, ici, et on va faire add, non, c'est pas add, c'est node, non, c'est pas node, c'est tac, 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 ça doit être dans le coin, frame. Est-ce que vous le voyez? Si vous le voyez, vous pouvez pas me le dire. Et voilà, c'est à cet endroit-là, dans Join in New Frame, CTRL-J. Boum, vous avez une frame ici, et cette frame, vous pouvez la renommer normalement ici, par exemple Color. Et c'est pas à cet endroit-là, c'est à cet endroit-là. Et on va lui mettre un label un petit peu plus gros. Parfait. Tout ça, je peux le déplacer comme une grosse boîte maintenant. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de faire le vernis. Donc comment on va s'y prendre? On va faire tout simplement une nouvelle texture. On va aller dans Texture, créer un Voronoi. D'accord? On va commencer avec notre Voronoi. Et je vais sortir mon Voronoi directement dans une nouvelle, ici, Output, dans une nouvelle sortie. Et cette sortie, je vais l'appeler Coat en anglais, pour le vernissage. Et ce que je vais faire, c'est qu'en entrée ici, pour l'instant, je ne vais rien faire, et je vais prendre la sortie Coat et la mettre directement dans la surface pour pouvoir, dans un premier temps, faire ma pattern. Donc là, en fait, ce que je suis en train de voir, c'est le Voronoi que j'ai mis à cet endroit-là dans le nœud. N'oubliez pas que c'est tab pour rentrer, hein, mais bon, je pense que vous avez trouvé à ce stade de la vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est, le Voronoi, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ce que c'est assez facilement. On prend une texture, on place plein de points aléatoirement dedans, et pour chacun des points, on affiche la distance au point le plus proche. En fait, cette distance, c'est une valeur, d'accord? Tout simplement, un scalaire, et ce scalaire peut être représenté à nouveau comme une couleur, entre 0 et 1 pour les valeurs de gris, et si je monte, je passe par exemple ici avec un color ramp, donc je vais vous prendre un color ramp dans Converter color ramp et que je le mets là, vous allez voir que assez facilement, je peux avoir des cercles avec mon Voronoi. Et on retrouve à peu près où étaient les points d'origine. D'accord? Alors ce Voronoi, je vais l'appliquer sur mes vecteurs. Vecteurs, c'est les UV, hein, ici. Tac. Ce que je peux faire d'ailleurs, c'est que dans mon nœud ici, au lieu d'appeler ça vecteur, je peux appeler ça UV tout simplement. Et là, j'ai marqué color 1, je préfère avoir color, ce sera mieux. Donc là, j'ai mes UV en entrée. Hein. N'oubliez pas que les UV dans le groupe, ils sont plugués à cet endroit-là, cette entrée et cette sortie et cette entrée ici. Et donc du coup, vous voyez que j'ai donc tout qui fonctionne. Donc ce que je disais, c'est que on peut même voir les cercles ici qui apparaissent, qui sont choisis complètement de manière aléatoire. Plus je monte le scale, plus j'ai de petits cercles qui apparaissent. Donc ça, c'est assez cool à connaître. Si vous voulez faire par exemple des balles dans un mur, de manière procédurale, vous pouvez vous servir de Voronoi. Donc nous, par contre, Voronoi, on va s'en servir autrement. On va utiliser la distance, donc il y a plusieurs types de distances d'ailleurs. Donc vous voyez par exemple la distance Manhattan, qui va vous permettre de faire des carrés en fait. La distance euclidienne, c'est la distance qu'on a l'habitude d'utiliser quand on calcule une distance standard. C'est racine carrée de x carré plus y carré. Et ensuite, ce que vous avez par contre, c'est aussi la possibilité de calculer par exemple la distance vers un edge. Et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner une pattern craquelée comme ça. Donc si je vous montre le Voronoi standard, ça donne ça.
D'accord? Et ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez venir ici réduire un peu tout ça pour avoir un craquelage qui donne un peu l'impression d'un vitrail. D'accord? Alors ça, c'est super cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais exposer dans mon entrée le paramètre de scale ici. Voilà, et je vais appeler ça scale quote scale. Vous avez un paramètre de randomness ici qui, quand vous l'enlevez, eh bien en fait vos points, ils sont plus placés de manière aléatoire, ils sont placés dans une grille. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, et c'est là où ça va être, moi je trouve ça assez cool, c'est qu'on va, comme on l'a fait tout à l'heure pour les UV de la guitare ici, on va, pour pouvoir redresser notre texture, eh bien on va modifier les UV, mais cette fois-ci avec une texture de bruit. Alors je vais vous expliquer, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on code des shaders, dans les jeux vidéo ou même en 3D, et c'est une technique qui, lorsque vous la connaissez, eh bien vous allez avoir envie de l'appliquer partout. En vrai, c'est très simple à comprendre. Donc, essayez de me suivre. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à revisionner la vidéo plusieurs fois. Mais ne vous en faites pas, normalement je vais expliquer dans le détail et expliquer de plusieurs formes comme j'ai l'habitude de le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on a nos UV. Et les UV, je récapitule, c'est des coordonnées. Excusez-moi, je perds mon temps à chercher où est à chaque fois le tool, view, annotation. Voilà, super. Et c'est des coordonnées U et V, on aurait pu appeler ça X, Y, on aurait pu appeler ça Toto et Tata. Et c'est des coordonnées qui sont représentées sur cette grille en X et en Y. Donc en X, on va de 0 à 1, et en Y, on va de 0 à 1. Donc c'est ce qu'on appelle les coordonnées normalisées. D'accord ? Ce carré là, il va de 0 à 1. Ce qu'on peut faire, c'est que ces UV, donc ils vont être lus par Blender, et on peut les afficher avec des couleurs. Alors vous allez me dire, comment on affiche des coordonnées avec des couleurs? C'est ce qu'on va voir. Donc, je vais prendre les UV, et au lieu de les mettre dans vecteur, je vais les sortir dans la couleur à la place de la couleur de ma guitare. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur, donc mes UV, et je vais les afficher. Et vous allez voir à quoi ça ressemble des UV, en termes de couleur. Alors, suivez-moi bien, parce que c'est assez weird, assez compliqué. Enfin, quand on voit ça la première fois. U et V, c'est X et Y. D'accord? X et Y, sous une forme de couleur, c'est comme si je représentais X rouge et Y vert. D'accord? Donc il faut imaginer que à cet endroit-là, en X, on est à 0, donc on n'a pas de rouge. Et ici, on a du 1, donc on a du rouge. Souvenez-vous, les couleurs, elles peuvent être exprimées par R, G et B. R, G et B, où chacun des composants de la couleur va de 0 à 1, ou alors des fois de 0 à 255. Ça arrive. Mais nous, là, ça va de 0 à 1. Donc si je mets 1 dans le rouge sera à 100% du rouge. Si je mets 0, il n'y aura pas de rouge du tout. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire en sorte que mes UV en X, ici, soient affichés à la place du rouge, donc X ici, et je fais pareil pour le vert. Donc je prends de 0 à 1 ici les informations sur la hauteur, et je les mets ici, Y. Et puis le bleu, bah, je le laisse à 0, parce que par défaut, il est à 0. D'accord? Donc visuellement, qu'est-ce que je suis en train de regarder ici? Je suis en train de regarder mes UV sous forme de couleur. Donc quand c'est rouge, je sais que c'est positif sur l'axe des X. Quand c'est vert, ça va plutôt vers le haut sur mon plateau d'UV. Et le bleu, en fait, est à 0, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de bleu. D'accord? Et ce qui est cool, c'est que, en fait, si vous rajoutez ici un nœud, donc texture mapping, donc juste mapping, voilà, vous le mettez là. Ce que vous allez voir ici de location et rotation et scale, eh bien, vous permet de modifier les UV en entrée. C'est ce qu'on a fait, exactement ce qu'on a fait quand on a pris le nœud mapping ici. Donc là, ce que je peux faire quand on a tourné nos UV, parce qu'on avait tourné comme ceci.
D'accord? Donc du coup, ce que je peux faire, c'est que là, vous voyez que je vais modifier la position de mes UV, mais je vais les afficher en couleur. Donc il y a un moment où j'ai plus une couleur négative. Ça n'existe pas du rouge négatif. Donc ça devient 0. Donc toutes les couleurs négatives sont ramenées à 0. Mais voilà, là vous voyez les UV qui se déplacent. D'accord? Sur les deux axes. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces UV-là, on va les modifier avec du bruit. Alors, on va revenir en arrière. On va repluguer notre texture de Voronoi ici. Donc, on repasse par là, par cette route ici. Et ce qu'on va faire sur nos UV, c'est qu'on va utiliser donc du bruit. Donc, je vais aller dans Vector ici, et je vais prendre Vector Math. C'est pas à cet endroit-là, c'est dans Converter, pardon, Vector Math. Et là, à nouveau, hein, je réitère. Donc, je vais remettre ma couleur dans ma couleur, excusez-moi. Si je prends les UV et que je rajoute, donc ici on a X, Y et Z, si je rajoute du Z, ça va juste mettre du bleu dans mon image. C'est tout, mais du bleu partout. Par contre, si je bouge en X, vous allez voir, on a le même comportement que tout à l'heure, avec le nœud mapping. D'accord? Le nœud mapping permettait de faire les rotations et les échelles, mais là, vous voyez que je suis en train d'ajouter à mes UV, qui sont X, Y, et on s'en fout puisque c'est du bleu et que les UV ils sont en 2D. On peut appeler ça U et V, on peut appeler ça Toto et Tata. Je ne vais pas l'écrire, puisque je suis à la souris. Mais concrètement, ça représente quoi à nouveau? Ça représente U et V, X et Y. Si je reviens ici, si je prends mes UV en X et que je les déplace, que je leur rajoute, par exemple, 2, je suis allé 2 unités sur mes UV. J'ai déplacé mes UV de 2 unités vers la droite. Pareil, si je peux faire moins 2, je les ai déplacés de 2 unités vers la gauche. Alors là, on le voit. Et donc, vous l'aurez compris, pareil pour Y. D'accord? Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va se permettre, et c'est là que toute l'astuce est intéressante, on va se permettre de rajouter ici eh bien, des valeurs en noir et blanc. Et souvenez-vous, les valeurs en noir et blanc, c'est 0 et jusqu'à 1. Donc 0, c'est du noir et blanc, c'est du 1. Et on va utiliser donc une texture procédurale de type noise, par exemple, qui est entre 0 et 1. Et donc si je prends cette texture et que je la plug dans le vecteur ici, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va distort mes UV. Il va rajouter mon bruit dans mes UV. D'accord? Donc si je monte la texture à peu près à quoi elle ressemble à ça, cette texture-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un peu l'échelle. Vous avez possibilité de changer le détail aussi si vous voulez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a même la possibilité, si on a envie, de mettre un color ramp. Alors est-ce que ça va nous arranger de mettre un color ramp ici? Peut-être, on verra plus tard si on en met un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon bruit, je vais le mettre par rapport aux UV. Pour avoir la même proportion par rapport à si je change la taille de ma guitare. Et ce que je vais faire, c'est, et c'est là encore une fois que c'est super intéressant, je trouve du moins, c'est que j'ai la possibilité de faire en sorte que, à l'endroit par exemple là où il y aurait du noir ou une valeur plus foncée, et ben ça va rajouter ici sur tous mes axes, donc y compris le bleu, d'accord, mais en l'occurrence ça fera rien, ça va déplacer eh bien, mes UV, d'accord, sur X et sur Y. Dès qu'il y a du noir, pardon, excusez-moi, ça ne va pas les déplacer, justement, ça va les mettre à 0. Et dès qu'il y aura du blanc, d'accord, donc ici, j'ai du noir, admettons, bon, c'est pas le cas, mais imaginez que c'est noir, parce que c'est la valeur la plus sombre ici, et là, par exemple, c'est du blanc, et bien, quand les UV ils seront évalués à cet endroit-là, et bien, ça ne rajoutera rien aux UV, et quand ils seront évalués là, et bien, ils se verront ajouter 1. Et toutes les valeurs intermédiaires, bien évidemment, vont vous faire une jolie transition. D'accord? J'espère que vous comprenez bien le concept. Ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre le noise ici. C'est comme si... Alors là, vous allez me dire, c'est une seule valeur, et là, j'en ai 3. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répliquer la valeur pour les 3 axes. D'accord? Pour X, Y et Z. Ou pour RGB, si vous avez envie. Ou pour Toto Titi Tata. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le vecteur
ici, pour le Voronoi. Et là, attention, on va afficher notre Voronoi dans la surface pour voir à quoi ça ressemble. Et vous voyez qu'on a notre Voronoi qui a été distort. D'accord? Donc si par exemple, ici, à nouveau, je n'avais pas de bruit, ça ferait ça. Si maintenant je déplace mes UV, ça fait ça. L'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir changer mes UV en les faisant tourner comme ça. Alors là, par exemple, je peux faire quelque chose comme ça, ce qui est assez intéressant, mais en fait, j'ai pas trop envie d'affecter le... Je vais enlever la couleur ici. J'ai pas trop envie d'affecter l'échelle générale de mes UV. J'ai envie d'affecter ça localement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup de bruit. Donc là, la texture de bruit, elle va être très importante. Par contre, ce que je vais faire, c'est que si je multiplie les valeurs qui sont sorties ici entre 0 et 1, par exemple, vous voyez que là, j'ai beaucoup de noir et de blanc. Si je multiplie ça par... Je multiplie ça par une valeur petite, je vais me rapprocher de 0. Et donc la valeur qui sera rentrée sur les trois axes ici sera proche de 0. Donc c'est comme si je n'avais pas beaucoup déplacé mes UV. D'accord? J'espère que ça fait du sens pour vous. Et donc du coup, ça me permet de gérer localement mon bruit. Donc si je monte l'échelle, vous voyez que c'est comme si j'avais mon bruit qui était géré localement sur mon Voronoi. Phew! Eh bien, on a fait un bout de chemin assez intéressant. J'espère qu'en tout cas ça vous intéresse. Du coup, si vous avez bien compris ce que l'on vient de faire, eh bien, vous avez réalisé votre texture de craquement, votre pattern de craquement. Je vais remettre la couleur ici dans le groupe output. Et on n'a pas fini notre craquement, bien évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici un paramètre qui va être... On va rajouter... Allez, soyons fous, un brightness and contrast. Ce qui me permettra de gérer la brightness de l'image. Donc, du coup, le degré d'implication de mon clear coat. Donc, je vais exposer la brightness ici. Si j'y arrive. Voilà, je vais d'ailleurs rerouter le nœud ici pour que ce soit un petit peu plus lisible. Je vais faire SY0 pour aplatir la ligne parce que je suis un peu un maniaque. Et on sera bien comme ceci. Je vais aligner tous mes nœuds ici, SY0. Et en vrai, je pense que pour la texture de craquement, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut exposer d'autre qui serait utile? Donc là, on a peut-être la quantité de bruit. Allez, exposons la quantité de bruit. La quantité de bruit, elle vient du scale ici. Donc je viens la mettre là. Et par contre, évidemment, on va devoir renommer nos variables ici. Donc brightness, c'est coat impact, on va appeler ça. Et ça va être coat scale. J'ai pas meilleur nom pour l'instant. Et on va faire un petit CTRL-J là-dessus pour créer un nouveau cadre. Et ce cadre ici... Ah tiens, c'est pas rentré dans le cadre, donc je vais le mettre dans le cadre, cette petite partie. Et du coup, ce cadre, on va l'appeler... On va lui mettre un label et on va appeler ça coat. Mettons une couleur, tiens. Coat ici, et ça va être la couleur de notre matière. Voilà. Ça, c'est bien distinct. Ok, phew. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, notre nœud ici nous propose à la fois le coat, et le coat, c'est donc le vernis qu'on peut mettre dans Clear Coat, ici, dans le BSDF. Et je vais sortir mon shader Principal BSDF en surface à cet endroit-là, et je vais mettre la couleur dans la base color, vous en doutez. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé donc notre coat qui n'a pas hyper bien marché. Je suis un petit peu déçu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réafficher à cet endroit-là, on va vérifier qu'il fonctionne bien. Donc là, vous voyez que déjà, du point de vue externe, c'est pas encore ça. Il a dû se passer quelque chose que j'ai pas encore compris.
va baisser tout ça. On va monter, voilà, un tout petit peu la brightness. Et on va venir repluguer tout ça dans le clear coat. Et là, on devrait avoir notre vernis, voilà, qui fonctionne. Là, on commence à le voir, là, sur la surface, ça commence à casser un petit peu notre surface. Alors, c'est bien beau de le faire dans le clear coat, mais ce qu'on va faire, vous le voyez là, assez clairement, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va... en fait, je vais le mettre assez faible, à 0, hein, je pense que c'est pas mal. Vous voyez là, on le voit plutôt bien dans la surface. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va eh bien, créer, à partir de ce clear coat, une normal map. Enfin, pas une normal map, des informations de normal, pardon. Pour pouvoir eh bien, créer du bump. Vous allez voir, en prenant tout simplement le nœud dans vector bump, je peux prendre la sortie normale ici et faker mes normales. Souvenez-vous de ce que c'est que les normales, c'est les vecteurs qui pointent pour pouvoir calculer la direction de la lumière. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les perturber pour donner l'impression qu'il y a de la profondeur. Et là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser la sortie du côte, ici, pour pouvoir pousser avec la distance ici, normalement, pas la distance, excusez-moi, la height, je vais y arriver, je vais vouloir pousser eh bien, ma géométrie, donner l'impression du moins que ma géométrie se pousse. Et vous voyez là, c'est le cas. Alors c'est pas terrible, évidemment, il va falloir qu'on travaille tout ça. Et pour l'instant, on a préparé le terrain, mais il va falloir qu'on travaille tout ça. Alors déjà, c'est beaucoup trop fort, bien évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la puissance de tout ça. Et on va aussi rentrer dans notre nodal ici, et on va peut-être gérer un petit peu mieux le color ramp dans un premier temps. Voilà, comme ça, on a des craquements qui fonctionnent un petit peu mieux, je trouve. On va aussi pouvoir peut-être gérer un petit peu mieux le niveau de détail, qui me paraît peut-être un petit peu trop important, quoique en fait ça marchait assez bien. Peut-être la distorsion. Voilà. L'idée c'est que je veux des rayures en fait, des sortes de rayures sur tout le long de la guitare. Donc du coup, là le scale est peut-être un petit peu petit, donc je vais revenir en arrière et je vais changer le scaling. Quelque chose plus comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Et vous savez quoi, ce nœud bump ici, CTRL-C, je le supprime, je le mets à l'intérieur. CTRL-V, je sais pas où il me l'a mis à cet endroit-là. Et je vais automatiquement le placer dans le height ici et en créer une nouvelle map. Voilà, que je vais appeler côte map. Côte normale. Ici, voilà. Ça va prendre un peu de temps à recalculer. Vous voyez qu'il y a marqué Shaders Compilation, donc il est en train de recompiler nos shaders. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais probablement rajouter plus de détails dans mon bois. Donc là, par exemple, je vais peut-être monter un peu la pattern, mais c'est surtout qu'à l'intérieur, ici, j'ai envie d'avoir beaucoup plus de distorsion. Et de détails. Monter detail scale un petit peu. Voilà. Alors après, à vous de juger par rapport à ce que vous voulez faire. Et je pense que je vais aussi largement baisser la brightness ici. Et le contraste. On va voir quelque chose d'un petit peu moins frappe à l'œil. Donc je vais revenir en arrière et je peux aussi peut-être essayer de... Non, en fait ça marchait bien, 45 degrés, ça marchait plutôt bien, je trouve. Donc voilà, donc là on commence à avoir quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je travaille avec ici peut-être la roughness
de ma matière un petit peu plus marquée. Donc là, vous voyez, plus je monte la roughness, moins ça sera glacé comme effet. Voilà. Et ce que je peux faire aussi, c'est passer dans le mode cycle, c'est un truc que j'aime bien faire en général, et passer en mode rendu, tout simplement. Parce que le look dev, ça marche pas tout le temps hyper bien pour avoir certaines surfaces. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un sun. Et ce sun va être de type... va être, pardon, un petit peu plus boosté. Je vais le booster à 3, quelque chose comme ça, pour voir peut-être un peu ma matière. Peut-être je vais passer sur une area, en fait, monter à 1000 la puissance. Voilà. Et je m'aperçois que j'ai beaucoup trop monté pardon, le clear coat. Je comprends pas pourquoi la roughness marche pas hyper bien ici. Je vais repasser sur Eevee, mais rester en mode rendu, ça me permettra déjà de résoudre plus ou moins... Voilà, on commence à l'avoir ici. Ça me permettra de résoudre plus ou moins le problème à cette échelle-là. Ok. Donc, je vais rebaisser l'échelle un petit peu ici. Je ne suis pas hyper satisfait non plus de cette couleur. Je vais peut-être essayer de trouver quelque chose de plus bordeaux. Peut-être un petit peu plus foncé. Et vous voyez, la brightness ne s'adapte pas trop ici, comme je l'entends. Voilà, ça va être un tout petit peu plus subtil que ça. Voilà. Donc là, je pense qu'on commence à avoir quelque chose qui, petit à petit, va fonctionner pour notre bois. C'est vrai que les rayures que j'ai faites sont très... On sent vraiment que c'est procédural et on sent vraiment la pattern, mais ça me plaît pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à travailler et à réduire drastiquement. Donc on voit vraiment on voit vraiment Voronoi là-dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'intérieur du shader et je vais essayer peut-être de mieux gérer ici le bruit, peut-être plus, tout simplement mettre peut-être un petit peu plus pour avoir une pattern un peu moins uniforme. Et donc du coup, baisser un peu, alors monter un peu le détail justement, mais peut-être monter un peu le scale. Scale que j'avais exposé ici. Alors du coup la baisser, excusez-moi, pas la monter, mais la baisser. Je veux vraiment des impacts en fait, voilà. Là on commence à les avoir. Je veux vraiment des impacts, comme si la guitare s'était pris quelques coups. Alors, marrant que je les ai... Je peux pas les avoir partout. Comme si j'avais trouvé une zone en fait. Alors. Alors là, c'est quand même beaucoup mieux, c'est plus uniforme. Ce que je me dis, c'est que je vais rentrer un petit peu un petit peu encore plus dans le détail pour toucher plus à mes paramètres. La randomness, pardon, je touche pas au bon paramètre ici. Par contre, je vais baisser un tout petit peu le noise. Quoique, ça marche plutôt bien en fait avec plus de noise. Baisser peut-être un petit peu, non pas le détail non plus. On a vraiment l'effet, en tout cas là je commence vraiment à me rapprocher de l'effet que je recherche. Le contraste était peut-être un petit peu trop important, je peux le baisser, c'est vraiment pour la partie bump map là, tout ça. Peut-être que tout simplement la bump map est peut-être aussi un peu trop forte, je peux la baisser. Voilà, peut-être que comme ça marchera un petit peu mieux, je pense. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est
notre texture de bois, je me demande si en fait on va peut-être pas rajouter un tout petit peu de détails supplémentaires. Ça pourrait être pas mal. Voyons voir. Quoique on a déjà... On va essayer de rajouter une troisième couche de bruit sur notre guitare, sur la couche de dessous, pour voir ce que ça donne. C'est pas garanti que ce soit incroyable, mais je pense que ça peut valoir le coup quand même. Donc je vais prendre la couleur et la plugger directement dans la surface ici. Et sur cette couleur, on va essayer depuis de créer une nouvelle texture ici. Donc texture que je peux plugger directement dans la sortie pour voir à quoi elle ressemble. Et on va essayer de la mettre en rings. Peut-être de la distort un petit peu plus pour avoir voilà, quelque chose comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais repluguer mes UV, puisque pareil qu'avant, ça n'a pas changé. Les UV ont été tournés à 45 degrés, et je vais voir pour pouvoir rajouter donc un autre color ramp à cet endroit-là, qui sera lui peut-être plus libre en fait, voilà, plus quelque chose comme ça. Et je vais monter un tout petit peu le scale. Par contre, je vais baisser les niveaux de gris et je vais combiner mes deux maps à cet endroit-là. Donc là, je vais prendre la map du haut et rajouter la map du bas. Donc là, c'est une simple addition. Donc je vais aller dans Convertor, Color, Convertor Mass, oui, excusez-moi. Et je vais rajouter, c'est super, et je vais rajouter, hop, en addition, en sortie, pour voir ce que ça donne. Alors ça sera plutôt un multiply en fait, pardon. Comme ça j'aurai les deux valeurs qui seront voilà, bien mélangées comme ceci, c'est ce à quoi je m'attendais. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais revenir sur du noir en fait ici. Comme couleur, et je vais baisser un petit peu peut-être l'échelle, la distorsion aussi, et j'ai vraiment envie que ça soit ultra sporadique. Et donc voilà, je vais multiplier les deux parties, et celle du dessous, je vais l'atténuer un tout petit peu en lui mettant un autre multiply dessous. Une addition, pardon, pour la rendre un tout petit peu plus clair. Voilà, et donc là j'ai mes deux patterns qui sont mélangés. Et si je récupère cette pattern à la place du frac, et que je mets la couleur en sortie, je vais avoir une texture un petit peu plus riche de détails. Voilà. En plus je monte ça, plus le détail s'en va. Voilà. Et donc du coup, si je reviens sur ma BSDF, le temps qu'il compile les shaders, je vais avoir voilà, une texture un petit peu plus riche en termes de détails. Alors je vais prendre ma light, mon area light, je sais qu'on n'a pas encore du tout travaillé le lighting, mais je vais prendre la light, la mettre un petit peu plus loin, et je vais passer à 3000 d'intensité. Et je vais dupliquer cette lumière, la mettre de l'autre côté, pour pouvoir éclairer ma surface de l'autre côté. Et cette fois-ci, je vais mettre à 6000 par exemple. Je vais annuler la rotation, et je vais la monter un tout petit peu, comme ceci, et je vais prendre les coins et baisser un petit peu la taille de cette lumière. Je peux la baisser là normalement aussi. Et c'est vrai qu'elle tape beaucoup là par contre. Évidemment, ça dépend du point de vue. Mais par contre, je vais peut-être la rebaisser à 2000, quelque chose comme ça. Ça me semble plutôt pas mal. Et donc du coup, je vais revoir un petit peu mon clear coat. Donc on a la roughness ici, donc l'état
général de la guitare, hein, en termes de roughness, donc de vernis, de ce qu'on a dessous le clear coat. On aurait pu essayer d'ailleurs à la place du clear coat de le mettre dans la roughness, peut-être que ça aurait mieux fonctionné. Ça se tente assez rapidement. Alors comme vous voyez pas du tout, il aurait fallu retravailler certaines autres choses. Je vais le remettre dans le clear coat puisque le clear coat c'est vraiment le vernis, hein. Mais je vais baisser un tout petit peu la roughness ici. Le spécular, c'est, vous voyez, le grand dégradé qu'on a ici, peut-être il est un peu fort. Bon, c'est pas extrêmement grave. Par contre, je peux baisser un tout petit peu le clear coat, pas beaucoup, histoire d'avoir voilà, un rendu un petit peu plus grunge. Et je vais ici saturer encore plus mon rouge. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là, je pense que ça le fait pas mal. Vous voyez qu'on a des marques, ça donne l'impression que la guitare est un peu usée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans Wool Info ici, on va lui filer un Vertex Color. Alors le Vertex Color, ça va être une manière pour nous de séparer certaines parties de la géométrie et de pouvoir en récupérer les informations. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais rajouter ici un attribut qui va s'appeler Vertex Color. Et je vais directement le mettre à cet endroit-là, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, c'est tout noir. Et moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un masque qui va me permettre de créer les bandes, ce qu'on appelle le bending sur une guitare. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une partie de ma géométrie, ici. Et avant d'aller plus loin, en fait, ce que je vais faire, c'est un masque en noir et blanc, ce qui va me permettre de séparer les couleurs. Ce que j'aurais pu faire, évidemment, c'est j'aurais pu rentrer dans le mode Vertex Color. Donc là, si je fais CTRL-Tab, je vais quitter le mode objet pour aller dans un autre mode qui s'appelle le mode Vertex Paint. En fait, ce que ce mode va me permettre de faire, c'est de créer ici automatiquement un Vertex Color, d'accord, qui va être de couleur, une certaine couleur. Et si j'appuie sur T et N, juste T, j'ai la possibilité d'avoir des outils ici supplémentaires. Et normalement, en cliquant ici sur... en faisant un clic droit, tout simplement, mais c'est surtout en allant, voilà, excusez-moi, dans ces outils-là, ça a bien changé par rapport à avant, dans ces outils-là, ce que je peux, dans le panneau d'outils ici, ce que je peux faire, c'est que je peux venir, par exemple, prendre du noir, et venir peindre, et là, je peins directement les polygones. C'est pour ça que vous avez des transitions qui sont faites de manière assez dure. Il faut imaginer que quand je peins un polygone, d'ailleurs je peux, je crois, afficher dans la viewport, normalement je peux afficher voilà, le wireframe. Si je coche dans le subdivision surface, enfin que je décoche le subdivision surface ici en mode edit, et que je peins un vertex, vous allez voir ce qui va se passer. Il va diffuser automatiquement sur les autres polygones la couleur. Donc c'est comme si j'avais peint en fait le pixel, pas le pixel, qu'est-ce que je suis en train de raconter, le vertex, et le vertex va contenir cette information de vertex color, d'accord. Ça va me permettre dans le shader de récupérer cette information pour pouvoir faire un masque et splitter ma guitare en deux parties, donc la partie du rebord qui contourne la caisse de résonance. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer à cet endroit-là, dans Vertex Color, les data qui concernent donc les vertex. C'est pour ça que c'est rangé à cet endroit-là, c'est parce que ici c'est l'onglet data. Et les vertex contiennent de la data, donc des UV, et ils contiennent aussi des Vertex Color. Donc c'est-à-dire qu'un vertex n'est pas simplement, comme on a l'habitude de l'imaginer quand on débute en 3D, n'est pas simplement un point dans l'espace. C'est un point qui contient des informations, il contient des UV, et il contient aussi du Vertex Color, et il peut contenir plein de choses. Donc là je vais supprimer Col ici, et je vais appeler ça par exemple bending ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner certains polygones, donc en particulier la loupe qui contourne ici la guitare. On peut prendre celle du dessus aussi. Je vais sélectionner celle-ci aussi, voilà, je pense qu'on sera pas mal là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Blender que cette partie va être noire, par exemple,
et je vais pouvoir le faire assez facilement, c'est en Vertex Paint, quand j'appuie sur donc, Tab pour revenir en Vertex Paint, vous voyez que si je clique sur cette partie ici, ce bouton-là, il va automatiquement me contraindre la géométrie, et donc je vais pouvoir peindre mon bending. Alors, il y a un moyen plus rapide que de tout peindre comme ça, c'est de remplir toutes les zones qui sont sélectionnées en faisant Shift-K. Donc là, quand je fais Shift-K, il va automatiquement me remplir le bending de ma guitare. Ok? Donc là, j'ai maintenant un vertex color, les informations de vertex color qui sont remplies. Je peux aussi peindre cette partie, je pense. Oui, Shift-K, et voilà. Donc comment je vais accéder à ces datas dans mon shader? Je vais remettre mon Subdivision Surface à l'affichage. Comment je vais accéder à ces données dans mon shader? Déjà, je vais quitter le mode, de rendu vertex color, ce qui est le cas. Je vais repasser ici dans mon rendu, et en fait, on s'aperçoit automatiquement qu'il prend le vertex color bending, qui est celui proposé par défaut sur l'objet ici. Ce que je peux faire en vrai, c'est que maintenant, je peux me servir de ça, lui transmettre les informations à l'intérieur, et puis évidemment à la fin, eh bien, switcher entre deux couleurs. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais donc afficher juste la couleur dans le Material Output ici pour avoir une vision un petit peu plus claire de ce que je suis en train de faire. Et dans Wood Info ici, je vais, pour la couleur finale, qui sera à cet endroit-là, je vais faire un mix RGB de nouveau. Donc je vais mixer le résultat de ma couleur finale avec une autre couleur. Donc là, si je modifie, vous voyez que ça mixe entre les deux. Évidemment, si je passe tout à gauche, ça prend le résultat de ma texture procédurale. Si je vais tout à droite, ça prend le beige qui est en bas, là. Et donc du coup, je vais le mixer avec le masque de mon vertex color. Donc ce qui sera noir sera la première entrée, ce qui sera blanc sera la deuxième entrée. Donc du coup, il faut que j'inverse, puisque je sais que ce qui va être noir va être la couleur de l'intérieur de mon objet. En fait, non, c'était bon, excusez-moi. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est, à cet endroit-là, je vais pouvoir connecter mon entrée directement à cet endroit-là. Pas ici, pardon, dans le facteur, excusez-moi, pour pouvoir séparer les deux choses. Et en bas, je vais mettre du blanc pas pur, je vais mettre du blanc légèrement beige. Et du coup, l'avantage, c'est que maintenant, ici, Color 2 correspond à mon masque. Donc je peux le plugger ici. Et j'avais bien raison tout à l'heure, c'était bien inversé, j'avais oublié que c'était inversé. Et donc là, je vais pouvoir automatiquement retourner dans mon shader, inverser mes deux couleurs, et je vais avoir cette couleur que je vais pouvoir contrôler comme étant le bending de ma guitare. Couleur du bending. Que d'ailleurs, je vais pouvoir, elle aussi, exposer comme ceci. Alors évidemment, c'est pas terrible d'avoir Color 2 et Color 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais, ici, Color 2, ça va être la couleur du bending, donc bending color. Et Color 1, ah pardon, ça va être le masque. Et Color 1, ça va être bending color. Bending mask, voilà, j'y suis arrivé. Alors après, là, le vertex color, j'avoue qu'il est un petit peu trop fort, donc je vais retourner en vertex paint. Et au lieu de sélectionner tout ça, je vais uniquement sélectionner cette bande. Donc je vais, en vertex paint, je vais faire Shift K, mais avec du blanc pur, pour pouvoir mettre tout en blanc. Shift K. Et je vais prendre juste la bande du côté ici, si j'y arrive. C'est terrible. Pourquoi je n'y arrive plus? Celle-là et celle-là, il veut absolument pas me la donner. Bon, c'est pas grave, je vais y aller en deux étapes. Donc je vais faire un Shift K, mais cette fois-ci avec du noir.
Et je vais faire pareil en haut. Avec cette partie, je reviens en Vertex Paint, je fais Shift K avec du noir. Et là, vous voyez que une dernière petite chose que je peux faire, c'est que je pourrais éventuellement contrôler. Alors j'ai craché et fort heureusement dans Blender, on a la possibilité de récupérer des autosaves. Donc vous pouvez aller dans File, Recover, Autosave. Et si vous les triez par date, vous allez remarquer qu'en fait les autosaves sont disponibles. Ce qui est super par rapport à Blender. Donc là, vous voyez que j'ai donc rajouté mon Vertex Paint. Je ne sais pas pourquoi il ne marchait pas juste avant, il me faisait cracher Blender. Mais c'est un bug que je vais reporter parce que ça m'est arrivé de nouveau quand j'ai mis pause pour l'enregistrement. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est que maintenant, si je retourne en mode rendu, donc Z et je vais vers le render, voilà mon bending qui apparaît sur ma guitare en termes de couleur. Et maintenant, je peux évidemment plugger tout ça avec mon shader. Et donc là, je commence à avoir une guitare qui ressemble plus à une guitare. Donc ce qui est assez cool, c'est qu'à partir de maintenant, ce que je vais pouvoir faire, bien évidemment, c'est... Donc je vais appuyer sur Slash pour revenir en arrière, et je vais pouvoir observer ce que ça donne avec le reste de ma guitare. Et je vais pouvoir surtout réutiliser la matière de bois que j'ai construite ici pour le reste de ma guitare ici. Donc par exemple, là, je peux venir faire un Shift pour sélectionner le reste de ma guitare. Je vais pouvoir faire CTRL-L pour récupérer, par exemple, la matière de ma guitare. Alors, notez que... tiens, c'est assez rigolo qu'il m'ait projeté l'ombre ici. Ça, c'est une erreur de rendu, typiquement. Mais notez que, par exemple, ici, comme le Vertex Color est totalement blanc, ce qui s'est passé, c'est que forcément, j'ai pas le bending qui est pris en compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer à cet endroit-là un nouveau Vertex Color en le peignant, tout simplement. Donc, je vais passer en mode solide ici, pour ensuite, avec CTRL-Tab, passer en Vertex Paint. Et le bending que je vais le mettre autour de cette bande ici. Mais avant, il va falloir que donc, tout soit blanc et juste le bending soit noir. Donc Shift K. Par rapport, n'oubliez pas, au vertex sélectionné. Donc il faut cliquer sur ce bouton-là pour protéger uniquement les faces sélectionnées. Donc là, ça devrait, si je ne m'amuse, ça devrait fonctionner en mode rendu. Et ce n'est pas le cas. Donc pourquoi? Alors c'est là qu'il va falloir qu'on regarde. Parce que ici, bending n'existe plus. Donc je vais enlever bending dans le shader. Et normalement, il devrait prendre celui par défaut. Quand il aura fini de compiler le shader tout en bas. Voilà. Qui va prendre le premier vertex color qu'il trouve. Et donc là, ça fonctionne. Et on a le bending sur notre manche. Phew! Donc c'est plutôt pas mal. Je suis pas hyper satisfait, pour être franc avec vous, de toutes les cassures ici. Mais je pense que c'est juste une histoire de réglage. Et comme tout bon réglage, ça prend du temps. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est on va créer des matières plutôt simples pour le reste, dans un premier temps. Notamment, par exemple, ici, le bout de plastique. Ce que je peux faire, c'est que je peux appuyer ici pour enlever le reste. Et je vais appeler ça Black Plastic. Je peux enlever la texture ici. Et je peux garder une couleur noire ici, avec un clear coat et une roughness à 0. Alors peut-être c'est un peu beaucoup, quoique ça me paraît pas mal. Et pareil, je vais pouvoir mettre du bending ici dessus. Donc je viens sélectionner le contour de cette plaque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un vertex color tout simplement, et en mode vertex color justement, vertex paint pardon, je vais rajouter du noir sur les faces sélectionnées en les protégeant. Donc je reviens en Vertex Paint, je protège en Vertex Paint, j'ai dit. Je protège mes faces, je fais Shift K, ça m'a mis en noir donc la bande, ce qui va me permettre ici de récupérer le Vertex Color. Et cette fois-ci de mettre par exemple un Color, Mix RGB entre les deux, avec le facteur ici. Donc là, tout ce qui est noir
doit être blanc, et tout ce qui est blanc doit être noir, donc je peux baisser la deuxième case, et vous voyez que j'ai le bending qui est apparu à cet endroit-là. Que je peux d'ailleurs légèrement rendre jaunâtre. Donc, ensuite, ce que je peux faire, c'est venir, par exemple, créer le plastique pour ces boutons. Je pense que vous savez quoi, on va le faire dans une prochaine vidéo, parce que j'ai pas envie de vous assommer non plus dans cette vidéo tout d'un coup. Je pense qu'il y a beaucoup à retenir de cette vidéo déjà. On va tweaker nos shaders au fur et à mesure. C'est pas, absolument pas la version finale, ce que vous êtes en train de voir. Je pense que j'ai aussi mis beaucoup trop fort le clear coat ainsi que la puissance de mon bump. Vous voyez que le clear coat est vraiment très très fort. Je serais d'avis que le coat ici dans la sortie, on arrive à le diminuer. Donc c'est celui-ci, voilà, on arrive à le diminuer encore. Je pense en baissant le contraste un petit peu. Voilà. Ça me paraît un tout petit peu mieux, ça me paraît encore beaucoup. Le contraste à 0 et je vais passer un nœud de type math par-dessus en multiply. Les shaders commencent à être longs à compiler. Mais là, en multiply, ça commence à fonctionner peut-être un petit peu mieux. Je vais cliquer sur clamp pour pas qu'il me crée de problème d'ombre, comme vous l'avez vu ici. Il me permet de ne pas descendre en dessous de 0. Ça n'aide pas beaucoup plus. Je vais baisser la strength pour l'instant pour travailler que sur le clear coat. Voilà, on commence à le voir un peu là. Je veux que ça soit très léger comme effet. C'est pas intéressant si un effet comme celui-ci est trop marqué. D'ailleurs, en vrai, si je retourne à 1, c'est assez bizarre que quand je retourne à 1, il me fasse une différence. Donc je vais supprimer ce nœud-là. Je vais plutôt travailler avec le contraste. Des fois, il y a des choses que vous ne pas chercher à comprendre. Alors, on va revenir avec ce contraste. Ça va me rajouter ma couche de contraste espéré sur mon clear coat. Et ensuite, je vais revenir donc, sur ma strength ici. Qui va creuser légèrement la guitare. Alors c'est compliqué de travailler sur Eevee avec la bump, puisque c'est pas exactement ce qu'on a dans un vrai moteur de rendu pass trace, mais en attendant, je pense qu'on peut s'en contenter, et je pense que ça marchera plutôt bien pour la plupart des choses qu'on aura à faire. Donc voilà pour le shader de bois de cette guitare et un autre shader assez simple de plastique. Notez que là, ce qui est assez cool, c'est que je peux venir complètement changer la couleur de ma guitare. Par exemple, je veux faire une guitare dans les beiges. Voilà, je peux venir automatiquement changer une couleur, un paramètre, et avoir le reste de la guitare qui fonctionne plutôt pas mal. Il existe tout type de 335. On va rester sur celle qui est rouge, mais voilà, en vrai, sachez que c'est quand même plutôt pas mal, plutôt chouette d'avoir tout ça. J'ai ma point light aussi que j'avais depuis le début, que je peux enlever. Et tant qu'à faire, on va garder ce lighting pour l'instant qui nous aide plutôt pas mal dans la construction de nos shaders. On a vu énormément de choses dans cette vidéo.
Je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on se donne rendez-vous dans la prochaine. N'oubliez pas de sauvegarder une nouvelle version de votre guitare et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!